Vous comprendrez qu'il n'existe pas de biographie sur le sieur de la Violette. Il va falloir aller voir dans d'autres types de sources. Ce nom ressemble à un surnom. Alors les surnoms, c'était les artisans ou les soldats qui avaient des surnoms. C'est certainement pas le vrai visage de la Violette. On va partir de Québec à Arabasca et on va se retrouver un moment donné à Trois-Rivières. Allez voir, il n'y a quasiment pas de mouvement. Nous avons des entraîneurs de l'équipe d'Arabasca de Marmel. Ça prendrait environ une soixantaine d'heures pour eux d'entraînement. On va être obligé d'aller pratiquer sur le fleuve tout de suite au mois de mars. Il va falloir souffrir pour réussir à faire ce qu'on a à faire. Ces recherches sur le fondateur de Trois-Rivières amènent l'historien Yannick Gendron à scruter les deux seuls documents qui décrivent les faits et gestes des Français venus s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Un seul d'entre eux renferme le nom de La Violette, le catalogue des trépassés de Trois-Rivières, le plus vieux registre des baptêmes et sépultures au Canada, des données colligées par les missionnaires jésuites. Son bref préambule décrit la fondation de la ville. À l'évêché de Trois-Rivières pour venir consulter le catalogue des trépassés. On sait que c'est le seul document où on retrouve le nom du sieur de la Violette. Il n'existait pas aucune étude exhaustive sur le document, il n'y avait pas de critique de document en ce qui concerne ce catalogue-là, qui est le premier registre de la paroisse Immaculée Conception de Trois-Rivières. Donc, je suis venu ici en compagnie de M. Yvon Martin, qui est archiviste paléographe et qui s'intéresse aux écritures anciennes pour faire la critique du document et peut-être en apprendre un peu plus sur le sieur de la Violette. On n'a jamais mis en doute la possibilité que toutes les inscriptions des premières années étaient de la même main. Ça n'a jamais été mentionné nulle part. Puis c'est un point relativement important parce que s'il était composé après 1638, dans le cas de la Violette, ça fait déjà 2 ans qu'il a quitté. Est-ce que les gens se sont trompés sur son nom? Est-ce que c'est un clerc, il a mal entendu? Si on se rend au baptême, là, apparemment, le premier baptême enregistré, le nom de la Violette va apparaître. Monsieur de la Violette commandait en ce lieu de Trois-Rivières a été son parrain. Ensuite de ça, on sait que la Violette sera également parrain en 1636 d'un autre Amérindien. Il est mentionné? Oui. Donc, c'est les 3 seules inscriptions qu'on retrouve de la Violette, sont dans l'introduction et dans 2 actes de baptême. Eu pour parrain. Bon. Monsieur de la Violette, commandant au fort, qui lui donna le nom de Marie. Donc, en fait, il lui a donné le nom de Marie en référence à la Vierge Marie. Mais ici, la Violette est bien mentionnée encore une fois dans le document. Puis un autre personnage qui m'intéresse, c'est un baptême qui aurait eu lieu le 22 août 1636. Bon, le 22 août, oui, fut baptisé en la chapelle par le père Paul le Jeune, un enfant âgé de 6 ans, montagnais de nation, par monsieur le général. Un acte qui fait référence au général de la flotte qui était en Nouvelle-France, qui est Théodore Bochart du Plessis, finalement, qui est un autre personnage qui est très présent à Trois-Rivières durant cette période-là. Mon questionnement, moi, c'est est-ce que c'est la même personne qui rédige les 3, 4, 5 premières pages, et si oui, jusqu'à quand? Ça pourrait nous donner un bon indice sur la rédaction, là, au moment de rédaction. Là. On peut dire que de la page 3, 4, 1, c'est-à-dire le premier enregistrement, page d'introduction et le premier enregistrement jusqu'à la page, jusqu'au bas de la page 5, c'est la même écriture. Si on regarde la date, moi je peux peut-être pas... 1638, dans ce cas-là ici, 22 juillet 1638. Si je compare avec la page 36, donc l'écriture de Buteux et de Lejeune, je dois vous dire que ça ne semble pas être la même main d'écriture. Il faut exclure Brébeuf, il faut exclure Buteux, puis probablement Lejeune. Oui, possiblement.
Moi, à mon avis, c'est plus un clerc qui a rédigé ça par après, puis différents clercs. Ouais, je me demande si c'était pas à chaque fois là, consigné sur des bouts de papier ou des notes qui laissaient à la résidence ce qui était de passage, puis c'était après ça consigné dans un registre officiel. Bien, je pense qu'on parle dans l'introduction que plus d'un jésuite accompagnait Champlain, accompagnait la Violette. Fait qu'à ce moment-là, il est possible que ce soit un de ces résidents-là, dès que la résidence a été construite, qui était là, qui a rédigé par la suite. L'étude du catalogue des trépassés avec M. Martin nous a permis de tirer quelques petites conclusions là, qui vont ajouter des pierres là, à l'édifice de l'hypothèse qu'on a actuellement sur le personnage qu'est la Violette. D'abord, on a constaté que de 1635 à 1638, c'est la même main d'écriture qui va faire les enregistrements, mais également l'introduction au catalogue dans lequel on parle de la Violette et les 2 actes de baptême où on parle également où la Violette va agir comme parrain. On a également constaté que c'est ni le père Brébeuf, ni le père Buteux, ni le père Lejeune qui va rédiger ces années-là de 1635 à 1638. Bon, on a constaté que ça peut être un clerc, même un tiers qui a rédigé ces actes-là, les premiers de 1635 à 1638, et peut-être même les suivants, puisque des espaces en blanc ont parfois été laissés là, où est-ce que le jésuite venait authentifier son acte finalement. Sachant que les missionnaires étaient de passage, puis ils ne s'attardaient pas trop aux différents endroits, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est une hypothèse, que ces informations-là ont été rédigées par quelqu'un, par un tiers. Qui? Les autres documents du début de la colonie dans lesquels il est question de Trois-Rivières sont les relations des Jésuites, des chroniques rédigées par les missionnaires de la Compagnie de Jésus. J'écrivis l'an passé à votre révérence le succès de notre voyage. Depuis ce temps, je n'ai pu vous réécrire à cause que les vaisseaux n'abordent ici qu'une fois l'an. C'est pourquoi il ne faut attendre des nouvelles de nous que d'année en année. Et si ces vaisseaux venaient une fois à manquer... Mais les relations des Jésuites, c'est un ensemble de lettres qui vont être envoyées au supérieur général des Jésuites à Rome et puis qui vont expliquer ce qui se passe en Nouvelle-France. Puis, année après année, les Jésuites prendront le temps de consigner tantôt les baptêmes, tantôt les rencontres avec les Amérindiens, tantôt les mœurs, les coutumes de ces tribus-là. Toute cette Nouvelle-France est divisée en divers peuples. Chaque peuple a sa langue et sa contrée à part. Ils s'assemblent l'été pour troquer avec nous, principalement en la Grande Rivière. Là aussi viennent de loin plusieurs autres. Dans les premières années, c'est un récit qui s'écrit, principalement par le père Lejeune, mais par la suite, c'est un récit qui va être écrit à plusieurs mains. Là. Il y aura plusieurs extraits de lettres que le père Lejeune va utiliser pour bonifier les faits, les événements qui se passent en Nouvelle-France. D'entrée de jeu, on pourrait se dire, la Violette, c'est le fondateur de Trois-Rivières, occupe un poste important de médiateur, occupe un poste important quelque part de juge, d'avocat de ce qui se passe dans un endroit bien précis qui est Trois-Rivières. Comment ça se fait qu'on ne parle pas du commandant de cet endroit-là dans aucune des relations? D'ailleurs, on peut se poser la question, puisqu'aussi, la Violette-là est censée être à Trois-Rivières de 1634 à 1636. On parle quand même beaucoup de Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, c'est un endroit naturel où est-ce que les Amérindiens vont se regrouper pour faire des échanges. Et à partir de 1632-33, on va commencer à parler d'un personnage qui est très associé et on doit se questionner sur ce personnage-là, qui est un marin, qui est le général de la flotte de la Nouvelle-France. Également, je dirais, un illustre inconnu aussi de l'histoire canadienne, qui est Théodore Bochart du Plessis. Ce qui est particulier, tout comme la Violette, ce personnage-là, Théodore Bochart du Plessis, va disparaître en 1636. Sous-mariner, c'est qu'on se ramasse sous l'eau, mais on est encore capable d'être dans le bateau. Et tout dépendant du moment de panique que vous allez avoir, s'il y a un moment de panique qui peut arriver, c'est que
Il y en a qui vont bouger, puis le bateau va faire ça. On est le 7 octobre. Je vous dirais que présentement, il ne fait pas très chaud. Mon nom, c'est Sébastien Pelletier. Je suis officier logistique pour la réserve navale pour le NCSM Radisson, ici à Trois-Rivières. Ah, Rick! On va dans celle-là. C'est difficile, oui, parce qu'à chaque entraînement, l'entraîneur va nous pousser un petit peu plus à bout, nous fait des nouvelles manœuvres, les changements de position, que ce soit des manœuvres comme s'il y avait des vagues, donc en tanguant le bateau, des choses comme ça. On vire le tronc, le mouvement loin. On n'a même pas affronté encore de vagues, puis on a encore à apprendre sur la technique. Puis comme notre entraîneur nous a dit qu'il faut se mettre dans la perspective qu'il va peut-être avoir du courant qui va être assez fort et des vagues qui peuvent aller jusqu'à 4 pieds de haut. C'est bien important. 3, 2, 1, hop! Avec l'entraînement qu'on a eu au niveau de l'armée, ça nous démontre une certaine discipline. C'est sûr que ça va être difficile, il va y avoir des moments qui vont être plus difficiles, mais le travail d'équipe, puis on va se remonter le moral là, ensemble. Avec les encouragements des entraîneurs de Marmel, on voit qu'on fait du progrès assez rapidement parce que la courbe d'apprentissage est raide, parce qu'on a très peu de temps. Et puis on a des chuchus bons entraîneurs. Ils nous encouragent beaucoup. C'est aussi valorisant pour l'individu. Et pour l'organisation aussi, mais je dirais que c'est plus un défi au niveau personnel que de l'organisation en tant que telle. Parce que les gens qui se sont impliqués, c'est bénévole, c'est volontaire. Et puis, c'est sûr que les gens doivent travailler fort physiquement, moralement, ça s'engage à relever le défi. On est lundi matin, le 13 octobre. Il est présentement 8h36. Aujourd'hui, on s'en va essayer la problématique du pont de Québec, qui est un engorgement, qui va nous décider un peu, qui va nous aider à savoir si c'est franchissable, ce petit bout-là. C'est un autre qui est quand même dur à passer à cause de l'engorgement. On a un petit, à peu près 5-6 km avant d'aller chercher le pont de Québec. On va aller faire un retour pour voir que ça a l'air. Lorsqu'on va partir de Québec, c'est les mêmes conditions qu'on va rencontrer le 9 mai. Le moyen est vraiment entre 7 et 8 km/h. La problématique du pont, c'est à peu près ce que je m'attendais, c'est à peu près entre 3 et 5 km/h, mais c'est pas été long. C'est peut-être, je sais pas moi, 300 mètres maximum. On a fait de la course contre le paquebot, on a gagné! Champlain a de toute évidence une préférence pour Trois-Rivières. Pour Champlain, Trois-Rivières est une position stratégique, tactique et commerciale. Il n'a jamais rien dit de tel au sujet de Québec. D'ailleurs, Trois-Rivières est, dans leur tradition orale, un lieu de passage. Donc, ils viennent ici habituellement à l'été, à l'île Saint-Quentin, un peu partout sur le plateau. C'est pas les Européens qui inventent le commerce. Il y avait un réseau commercial autochtone. Et Trois-Rivières, entre autres, était une place de commerce. Il faut se remettre à l'œuvre immédiatement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire.